de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, la Comico Ouakam a mis en exécution la décision de justice définitive d'expulsion des occupants du terrain de Ouakam Terme Sud. Un déguerpissement sous haute tension ce matin. Les occupants ont longtemps opposé une farouche résistance aux forces de l'ordre. Les femmes en première ligne. C'est seulement en milieu de journée que la DSCOS a finalement réussi à les faire quitter les lieux. Encore 2 enfants sont morts noyés à Matam. Tous les 2 sont tombés dans une mare d'eau. Depuis le début de l'hivernage, 10 enfants sont décédés dans les mêmes circonstances. Le gouvernement de la région tire la sonnette d'alarme. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi le G20 qui dénonce encore et toujours la surimposition sur les salaires des enseignants. Par ailleurs, les syndicats d'enseignement du G20 discréditent les anticipés de philosophie. Ils demandent la suppression tout bonnement de l'épreuve. Nous vous dirons pourquoi dans cette édition. Et puis la une du journal du Magal en direct de Touba Baké avec Chérif Dia. Bonsoir. Quelles seront les actualités développées dans votre journal, Chérif? Bonsoir Chérif, l'actualité ici à Touba, c'est d'abord la santé. Avant tout, le district sanitaire de Touba élève son plan de riposte. Un plan particulier est mis sur la sensibilisation pour le respect des gestes barrières. Il sera soutenu par la Croix-Rouge sénégalaise qui annonce le déploiement de 300 agents sur le terrain. Quant au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, il est attendu dans la ville sainte demain jeudi. Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, satisfait de l'état d'avancement des travaux d'assainissement de Touba Kanam. Le président du comité d'organisation du Grand Magal effectuait une visite de chantier à moins d'une semaine de la célébration du Grand Magal. Et puis l'excellence des relations entre Touba et Tivaouane magnifiée par le président du cadre unitaire de l'islam, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin, reçu également avec sa délégation par le khalife général des Mourides. Nous recevrons dans le journal du Magal le chef du service départemental du commerce, enfin de journal Chérif. Merci beaucoup Chérif et à tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et soyez tous les bienvenus. Les occupants du terrain de la cité Comico à Ouakam Terme Sud ont quitté finalement les lieux après avoir résisté toute la matinée aux forces de l'ordre. Les habitants ont été poussés vers la sortie par la DSCOS. Voyons tout cela avec Fat Bintou Conté et Diafarapa. Ce mercredi matin, au quartier Terme Sud de Ouakam, des heurts violents ont opposé des éléments de la gendarmerie et les anciens militaires au devant des combats. Cette fois-ci, leurs épouses. Nous sommes fatigués, plus que fatigués même, c'est pourquoi nous sommes sortis dans la rue. Certains ici, leurs maris sont morts, amputés ou malades même, et on veut nous déguerpir de nos maisons. 40 ans qu'on vit ici, nous n'avons pas où aller avec nos enfants. C'est l'armée qui s'abat sur nous et qui nous maltraite et nous lance des gaz lacrymogènes. Nous, épouses de militaires, c'est du jamais vu. Les femmes ont passé la nuit à la Belle Étoile, attendant ce jour fatidique. Nous n'allons pas se laisser faire, on va se battre jusqu'au bout avec nos enfants. Au cœur de cette histoire, un litige foncier qui oppose la hiérarchie militaire aux anciens militaires qui logent avec leurs familles dans ces bâtiments depuis plus de 40 ans. Depuis qu'on a dit que l'armée ne s'occupe plus de ces maisons et que le bail est rompu avec l'État, c'est là que nous les femmes, nous avons commencé à faire des démarches jusqu'au tribunal. Mais voilà au finish, là où on est. Ces 79 familles militaires ne comptaient pas quitter leurs habitations. On ne va pas quitter ces maisons. C'est l'armée qui devait nous venir en aide. Au lieu de ça, ils nous maltraitent. Nous n'allons pas quitter ces maisons pour qu'on les redonne à d'autres personnes. On ne va pas l'accepter. On veut comprendre le pourquoi. Mais au finish, l'armée accompagnée de la DSCOS les a expulsés des maisons douloureusement.
Le déguerpissement s'est fait sous haute tension. La DSCO s'est présentée avec un important contingent de gendarmes pour déloger ces 79 familles. Mais les occupants, en première ligne des femmes et des enfants de retraités militaires, étaient déjà en ordre de bataille. Partout, la tension était palpable à Ouakam. En témoignent ces images exclusives commentées par Daniel Diouf. Un ciel bien assombri par des nuages de fumée ce matin à Ouakam, terme sud. Le quartier très tôt bouclé par les forces de l'ordre, les gendarmes notamment. Toute la rue secondaire vers l'état-major de l'armée de l'air, la base française jonchée de bois et de pneus brûlés. Des enfants de militaires retraités pour la plupart, très déterminés à en découdre avec des forces de l'ordre prêtes pour contenir la contestation. Des gendarmes arrivés au départ de la base aérienne du capitaine Andala Cissé. La colonne avance pour faire appliquer les jeunes, mais la contestation ne faiblit pas, même avec une pluie de grenades, des GL 203L. Les départs d'incendie se multiplient, il faut l'appoint des sapeurs-pompiers. Des stigmates bien visibles sur cette route de sortie du quartier, très empruntée des transports en commun et autres automobilistes. Ici, la vigilance des gendarmes, plus qu'ailleurs, très sollicitée. Il faut veiller. Et pour cause, cette station d'essence. Les jeunes sont déjà passés par là. Fort heureusement, leur colère moins exprimée sur les biens publics et privés que sur les forces en face. La prudence était aussi de mise chez les commerçants de la localité. Sur cette rue commerçante, tout le monde a fermé boutique. Que des riverains, des badauds pour contempler des gendarmes s'appliquer à l'extinction des flammes et donc permettre aux automobilistes et autres usagers de ces voies de circuler librement. Rappelons, Daniel, que la Comico a été confirmée dans ses droits par une décision de justice définitive. Dorénavant, le programme d'habitat qui sera mis en place sera au profit des adhérents de la coopérative qui sont constitués de militaires de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et de membres des corps paramilitaires. Notre grand titre de cette édition à Matam, 2 enfants ont encore perdu la vie, tous noyés dans des mares d'eau et des ravins. Depuis le début de l'hivernage, 10 enfants sont décédés dans les mêmes circonstances. Le gouverneur demande aux parents d'être un peu plus vigilants. Nous y reviendrons avec Ali Bandeniang. Infanticide à Sédhiou, c'est une histoire d'infidélité qui vire au drame à Sédhiou. Accusée d'être engrossée par son amant, une femme a jeté son nouveau-né dans un puits. Le corps sans vie a été finalement repêché par les sapeurs-pompiers. Une affaire ahurissante qui suscite l'émoi dans tout un village. Voyons tout cela avec Bakary Kanté et Kaliyame. Se sont déroulés tard dans la nuit à Djoubabia. Une femme mariée âgée environ d'une trentaine d'années a laissé son nouveau-né dans un puits. Ce matin, un homme venu puiser de l'eau pour se laver est tombé sur le corps sans vie du bébé de sexe féminin. Les populations ont très vite saisi les autorités locales et le sous-préfet de la localité qui ont ensuite informé la brigade de gendarmerie de Sédhiou. Selon nos sources, la dame est mariée à Djassi Mandina dans la commune de Sansamba et son mari l'accusait d'infidélité avec un garçon du village. C'est ainsi que la femme a quitté le village pour se rendre à Djoubabia chez ses parents pour ensuite se débarrasser de son enfant. Ce sont les sapeurs-pompiers qui ont extrait le nouveau-né du puits. La dame est présentement en observation à l'hôpital de Sédhiou et la gendarmerie a ouvert une enquête sur cette affaire. Merci Bakary. Et puis un mot sur la situation épidémiologique. Retenez que 37 nouveaux Covid+ sont rapportés aujourd'hui, un nouveau décès et 5 personnes en réanimation. Sur 1266 tests réalisés, 37 sont revenus donc positifs.
Ils veulent reprendre du service le plus rapidement possible vu l'amélioration de la situation sanitaire. Les gérants de bars et bistrots contestent la fermeture prolongée de leur lieu de travail. Ils annoncent une marche prochainement pour manifester leur colère. Pierre Ndiaye est leur porte-parole avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Nous aimerions également vous informer que toujours dans le but de dénoncer la discrimination, l'injustice, le manque de considération et de respect dont nous pensons être victimes, nous comptons organiser une marche très prochainement. La date, l'heure ainsi que l'itinéraire vous seront communiqués ultérieurement. Si l'État pense que ce que nous injections dans l'économie est trop insignifiant ou que les dizaines de milliers d'emplois que nous créons peuvent disparaître sans gêner personne, eh bien, qu'aucune aide ne nous soit allouée. Et de toute façon, nous ne supplierons ou ne tendrons la main à personne pour ça. Nous ne savons tout simplement pas le faire. Tout ce que nous attendons de l'État, c'est d'abord qu'il nous permette de reprendre normalement nos activités, et cela de façon officielle, pour que nous ne continuions pas à souffrir du manque d'harmonisation des décisions des autorités régionales et départementales. Entendez par là les gouverneurs, préfets, commissaires de police, commandants de brigade et j'en passe. La Covid-19 et ses effets dévastateurs sur l'activité économique, touristique précisément. Vous le savez, les pertes sont estimées à 350 milliards selon les acteurs. Partout, les plans sociaux s'enchaînent du fait de la crise. À Saly, par exemple, point névralgique du tourisme au Sénégal, les travailleurs du village artisanal se sont rassemblés pour alerter sur la paupérisation qui les menace. Voyons tout cela avec Abdourahmane Diallo et Abdou Karim Bey. Il est fermé depuis plus de 6 mois à cause de la Covid. Ces acteurs du tourisme vivent dans la galère. Ils attendent toujours le fonds d'aide. Si c'est du fonds d'aide destiné aux impactés du Covid-19 dans le tourisme, le village artisanal fait partie des structures les plus touchées. Depuis le début de la distribution des aides financièrement, nous avons attendu, mais nous avons reçu que 20 personnes qui ont reçu leur argent. Avec 100 et quelques boutiques et d'ateliers et plus de centaines de quelques demandes, nous n'avons reçu que 20 personnes qui ont reçu leur argent. Et ça, c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas comprendre. C'est frustrant même. Parce qu'on a vécu les mêmes problèmes ici. Ces acteurs du tourisme et de l'artisanat disent avoir fait toutes les démarches pour bénéficier du prêt. Nous avons un village artisanal très bien organisé. Nous avons un bureau et un président. Et nous avons tous déposé nos demandes de prêt. Et les demandes ont été enrôlées. Et donc, nous demandons à ce que le dossier du village artisanal soit vraiment regardé de près par monsieur le ministre, parce que ça ne peut plus durer comme ça. Ils estiment qu'avec cette situation difficile, beaucoup d'entre eux risquent de perdre leur boulot. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus au village tous les jours par faute de moyens et d'activités. Et viennent parfois pour regarder leur boutique. Et nous payons nos droits, nous payons l'électricité, nous faisons tout. Ces acteurs du tourisme et de l'artisanat espèrent que les autorités vont bientôt décanter cette situation. Merci beaucoup Abdourahmane. Le secteur de la pêche est également impacté par la crise sans un appui substantiel de l'État du Sénégal selon les acteurs. L'Union nationale des pêcheurs était en conclave à Thiès. Les pêcheurs tirent la sonnette d'alarme concernant la rareté des produits halieutiques, un phénomène accentué selon eux par l'octroi des licences de pêche à des bateaux étrangers. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Étaler tous les maux dont souffre le secteur de la pêche. Et la crise sanitaire est un des facteurs qui bloquent leurs activités. Le secteur qui apporte le plus de devises à un pays, mais c'est ce secteur-là qui est impacté. Donc nous attendions vraiment de la part de l'État et de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un appui substantiel pour le secteur de la pêche, qui est le secteur le plus impacté. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Ces pêcheurs en activité comprennent les difficultés que vivent les populations. Le poisson se fait rare depuis quelque temps. Ils demandent au président de la République de convoquer des assises de la pêche pour y trouver des solutions. Nous sollicitons une rencontre avec le chef de l'État. Nous sommes au regret de constater, comme tout le monde, que l'État s'inquiète. L'État s'inquiète
parce qu'il n'y a pas de poisson sur le marché. Mais l'État est allé poser la question à des mareyeurs. Si l'État veut avoir des informations sur le poisson, c'est aux pêcheurs que l'État doit s'adresser. On doit arrêter de brader nos ressources halieutiques pour des Chinois ou des Turcs ou qui que ce soit. Le Sénégal est le premier pays au monde en matière de pêche artisanale. Mais pour vous dire comment on peut, nous, pêche artisanale, continuer à assurer le ravitaillement du marché local correctement. C'est pourquoi la seule chose sur laquelle ils peuvent s'appuyer reste la préservation des ressources halieutiques. Et ces mêmes doléances sont formulées par les femmes marieuses et transformatrices de produits halieutiques. Elles dénoncent elles aussi l'octroi des licences de pêche à des bateaux étrangers, mais aussi une certaine mauvaise pratique de la pêche qui serait adoptée par des pêcheurs sénégalais. Le décret qui régit la transformation est en cours jusqu'à présent. Ça fait des années que nous travaillons sur ça. Ce que nous devons faire en premier lieu, c'est essayer de faire tout pour qu'on puisse finaliser le projet de décret portant sur la transformation. Deuxièmement, pour ce qui concerne les femmes marieuses, faire de sorte que, de même que les femmes transformatrices, soient dotées des financements qui leur permettent de s'activer comme il faut. Parce que tout le monde sait que présentement, dans le secteur de la pêche, le poisson devient de plus en plus rare. Ce que nous devons faire en premier lieu, c'est d'éviter de vendre ou de transformer les juvéniles, mais aussi de sensibiliser nos amis pêcheurs, nos maris, nos parents, pour qu'on respecte les repos biologiques, mais qu'on respecte l'immersion des pots de peau pour faire revenir les poissons. Nous, en tant que femmes, nous n'acceptons plus que l'État signe des accords de pêche. Et puis un mot sur l'éducation. Le G20 dénonce les lenteurs administratives et ne veut plus de surimposition sur les salaires des enseignants. D'après le coordonnateur national, l'État doit des milliards aux enseignants qui tardent à percevoir le paiement des rappels. Les syndicats d'enseignement du G20 ont par la même occasion demandé la suppression des épreuves anticipées de philosophie. Compte rendu Mohamed Somb et Thierno Lormendi. Le G20 devant le siège du ministère de la fonction publique lance un cri de détresse. Pour son coordonnateur national, les lenteurs administratives indisposent la carrière et la mobilité sociale des enseignants. Dire non aux surimpositions que nous avons remarquées de manière inacceptable sur les maigres rappels et salaires des enseignants. Mais nous avons aussi également la question du paiement des rappels et la résolution du gap des rappels dû aux enseignants, qui se chiffrent aujourd'hui à des milliards. Mais aussi également le dégel du paiement du prêt DMC. Ces enseignants veulent que des changements soient opérés sur la tenue de l'examen de philosophie et sur l'âge de la retraite du personnel enseignant. Nous demandons également la suppression des anticipés de philosophie et également des corrections en bassin des épreuves de philosophie. La retraite à 65 ans, qu'elle soit une retraite inclusive, parce que tout le monde également en a besoin. Mais également le relèvement du budget de l'éducation préscolaire de 1 à 5% au moins. Une autre revendication émise par le G20, la modification du décret 74-347 du 12 avril 1974 relatif aux agents non fonctionnaires de l'État. Pour que ceux qui sont décisionnaires, aujourd'hui, qu'ils puissent bénéficier des 40% de leur ancienneté, en cas également de changement de corps pour un reclassement. Aussi bien comme effectivement en bénéficient ceux-là qu'on appelle les fonctionnaires. Les syndicats d'enseignement regroupés au sein du G20 dénoncent un retard sur le paiement des rappels des enseignants et une augmentation des impôts sur les revenus des salaires. Le G20 veut que ces exigences soient diligentées par le chef de l'État. Merci Mohamed. À Diourbel, les populations se plaignent des coupures intempestives d'électricité, des coupures de courant qui ralentissent l'activité de beaucoup de secteurs. Des travailleurs déjà fragilisés par la crise due au coronavirus demandent aux autorités d'agir. Babacar Diouf et Nongodjaï.
Dans le département de Bombay, tout tourne au ralenti. Les coupures d'électricité répétées et rapprochées ne permettent plus de travailler. Les ouvriers s'en plaignent. Les coupures d'électricité nous indisposent. Nous avons perdu beaucoup de matériaux. Vous voyez cet appareil? Je l'ai racheté hier parce qu'on l'a perdu avant-hier à cause de ces coupures d'électricité. Dans les ménages, la situation est identique. Personne ne peut rien faire si ce n'est constaté impuissant. Cette situation qui commence à durer. Oui, parce que dans l'Antiquité. C'est comme s'ils nous avaient ramenés à l'Antiquité. On enregistre plus de 30 coupures par jour. Forcément, on perd du matériel. Il n'y a qu'une seule panne. Chaque jour, on enregistre des coupures. Je demande à la 3e génération de faire un sit-in devant les locaux de la Sénélec. Dans le campus de l'Université Alioune Diop de Bombay, tout comme au district sanitaire de Bombay, des dégâts ont été enregistrés. Des climatiseurs, des ordinateurs, tout y passe. Les coupures d'électricité ont occasionné la perte de ma machine. Le chargeur a pété l'écran avec. Ces coupures d'électricité ont aussi stressé les candidats aux examens scolaires du BAC et du BFM. C'est en pleine proclamation des résultats au niveau des radios communautaires qu'ils perdent la liaison parce que le courant est parti. Le responsable de la distribution de l'électricité que nous avons tenté de joindre. Merci Babacar. Et puis un mot de sport, 34 millions d'euros réclamés par le fisc espagnol à Neymar et puis Papis Demba Cissé et Pape Abdou Cissé, deux internationaux sénégalais visés respectivement par Fenerbahçe en Turquie et Saint-Étienne en France. Et puis les villes d'accueil des 4e et 5e éditions des Jeux africains de la jeunesse ont été choisies au menu de ce round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. Jeunesse Sport en Afrique pour débuter. Le comité olympique africain ACNOA a procédé à l'attribution des 2 prochains Jeux africains de la jeunesse, événement réservé aux athlètes de 15 à 18 ans. L'édition de 2022 revient à la ville d'Addis Abeba, en Éthiopie, un pays qui s'engage à accueillir la 4e édition de la compétition avec d'excellentes conditions. La ville de Maseru au Lesotho est désignée pour les 5e Jeux africains de la jeunesse en 2026. Ils auront un enjeu majeur puisqu'ils seront qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse la même année à Dakar, au Sénégal. Une première sur le sol africain. En football au Sénégal, Pape Bouna Thiaw est maintenu à son poste d'entraîneur de Niary Tally. Une marque de confiance au jeune coach, en dépit de la position de relégable du club à l'arrêt du championnat en mars dernier. En Espagne, Neymar, le footballeur brésilien du Paris Saint-Germain, est dans le collimateur du fisc espagnol. Selon un document officiel du Trésor public espagnol, Neymar doit au fisc de l'Espagne plus de 34 millions d'euros. Un montant qui fait de lui le particulier ayant la dette la plus importante. Sur le marché des transferts, l'attaquant Papis Demba Cissé, 35 ans, est très proche de signer au Fenerbahçe. Le 2e meilleur buteur de la dernière saison de la Super League turque doit s'engager pour 1 an plus 1 en option. Pape Abdou Cissé, le défenseur central d'Olympiakos en Grèce, est lui pisté par Saint-Étienne en Ligue 1 en France. L'international sénégalais est en concurrence avec Malang Sarr pour remplacer Wesley Fofana. L'attaquant sénégalais Cheikh Sabali, 21 ans, qui appartient au FC Metz, va encore attendre pour jouer régulièrement en Ligue 1 en France. Il est prêté au FC Pau en Ligue 2, un club qu'il avait efficacement aidé pour la montée avec 10 buts en 25 rencontres. Diao Baldé Keita est officiellement un joueur de la Sampdoria de Gênes. Il va porter le numéro 10 du club, pensionnaire de la Serie A en Italie. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue.